Michel Barnier, bonjour. Bonjour. Malgré votre allure de champion de ski, peut-être que vous êtes un champion de ski, vous avez déjà une carrière politique assez chargée, au cœur de la politique locale en Savoie, au cœur de la politique nationale à Paris, au cœur de la politique européenne à Bruxelles. Vous avez été engagé dans le mouvement gaulliste à l'âge de 14 ans, vous avez été le plus jeune député de France à 27 ans, vous avez été sénateur, président du Conseil général de Savoie, ministre plusieurs fois, 2 fois commissaire européen, vice-président de la Commission. Vous avez participé à la Convention sur l'avenir de l'Europe présidée par Valéry Giscard d'Estaing. Et surtout, je sais que c'est pour vous le titre de gloire absolu, vous avez organisé les derniers Jeux olympiques en France avec Jean-Claude Killy. Vous avez manqué de peu la présidence de la Commission européenne, victime des répartitions de rôles entre les pays et les partis, mais malgré tout, tout allait bien pour vous, jusqu'à un jour maudit, un jour où Jean-Claude Juncker vous a proposé une toute petite mission de rien du tout, une petite bagatelle qui ne devait durer que 2 ans, et que vous avez accepté, sans doute sans vous douter de ce qui vous arrivait. Ça fait 4 ans, ça devait durer 2 ans, mais on en est déjà à plus de 4 ans. Ce n'est pas fini. Cette petite mission de rien du tout, c'était d'être négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit. C'était en juin 2016, juste après qu'une majorité de Britanniques ait voté pour sortir de l'Union européenne. Sans être très divinatrice, je suis sûre que je ne me trompe pas en disant que vous ne m'imaginiez pas qu'en devenant Monsieur Brexit, vous alliez devenir l'incarnation d'un cauchemar, l'incarnation d'une des plus grandes absurdités de notre vie démocratique. Puisque depuis le premier jour de cette campagne pour le référendum du Brexit, personne n'a compris de la même manière ce que le Brexit voulait dire, ni compris les conséquences qui n'ont, à mon sens, jamais été expliquées aux Britanniques qui votaient. On n'arrive toujours pas à trouver d'accord, ça fait 4 ans donc que ça dure, 4 ans de rebondissement, d'une vie britannique extrêmement agitée, avec des élections, des parlementaires qui bloquent des accords, un changement de Premier ministre. Et finalement, ce truc est un cauchemar, non seulement pour vous, mais pour nous, l'Union européenne, qui n'avons rien demandé, qui n'avons pas demandé à divorcer, pour les Britanniques, qui ne savent pas ce qu'ils veulent, pour l'Europe puissance qu'on souhaite et qui prend un mauvais coup dans cette affaire, et surtout pour les entrepreneurs présents ici, qui sont concernés au premier chef et qui voient cette incertitude s'ajouter à l'incertitude de la crise du Covid. Donc aujourd'hui, on est content de vous entendre parce qu'on est en plein milieu du suspense, on est dans la dernière ligne droite. Les Britanniques doivent quitter l'Union européenne le 31 décembre 2020. Donc on est dans la toute dernière ligne droite et a priori, c'est assez mal parti, d'après ce que je comprends. Donc avant de voir un peu les conséquences de l'accord lui-même, je voudrais vous interroger sur le fait que ça fait 4 ans que les Britanniques ont voté, ça fait 4 ans que vous négociez, ça fait 4 ans que les tabloïds europhobes vous critiquent et se moquent de vous. On dit que vous avez contaminé le Premier ministre Boris Johnson parce que vous avez eu le Covid et qu'il l'a eu juste après vous. On dit que c'est à cause de vous si l'accord n'a pas été encore trouvé. Alors, je ne suis pas un tabloïd anglophone, mais malgré tout, j'ai envie de vous demander, il n'y a toujours pas d'accord, on ne sait toujours pas où on va, ils vont quitter l'Union européenne avec ou sans accord. Donc, depuis 4 ans, qu'est-ce que vous avez fabriqué ? Bon, d'abord, Marion, bonjour et bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Merci à Geoffroy Roux de Bézieux pour son invitation. Bravo pour cette organisation, malgré les circonstances. Peut-être 2 réflexions télégraphiques sur le petit portrait que vous avez tracé. Il y a très longtemps, j'ai été en effet le Benjamin de l'Assemblée nationale, mais c'est un titre qu'on perd assez vite, en général. Ce qui est important, c'est de garder, et je l'ai gardé, la même capacité d'enthousiasme et la même capacité d'indignation, quel que soit le temps où l'on se trouve. Et puis vous avez rappelé l'expérience qui était pour moi assez extraordinaire que celle avec Jean-Claude Killy d'organiser, et puis 6000 personnes, les Jeux olympiques d'hiver. On a passé avec Jean-Claude 10 ans pour 16 jours.
10 ans de travail, la candidature et l'organisation pour 16 jours. C'est ce que fait d'ailleurs le comité du COJO de Paris actuellement. 10 ans pour 16 jours, c'est une bonne leçon de ténacité, hein, le Brexit, c'est de patience. Voilà. Donc c'était utile pour ce que je fais aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fabriqué depuis 4 ans? D'abord, je ne suis pas d'accord avec vous, Marion, pour dire que c'est un cauchemar. Moi, je ne vis pas cela comme un cauchemar, et je ne vis pas non plus cela comme quelque chose d'insensé sur le plan démocratique, puisque le Brexit a été décidé par un vote démocratique d'une majorité de citoyens britanniques. Donc nous avons regretté ce vote, mais nous l'avons respecté. Et donc ma tâche depuis 4 ans, c'est de le délivrer en limitant les dégâts, puisqu'on est clairement dans une période de négociation, je dirais, de damage limitation, hein, très clairement, notamment pour l'Union européenne et ses entreprises et ses citoyens. Alors je veux juste dire une chose pour faire la pédagogie de cette négociation, si je puis me permettre de le faire. Le Brexit, c'est 2 temps, mesdames et messieurs. C'est le Brexit institutionnel et politique, dont je me suis occupé pendant 3 ans, qu'on a négocié avec Mme May, puis avec Boris Johnson sur la fin, et qui a abouti à ce traité de 700 pages qui organise le divorce. Le Brexit, c'est un divorce. Je n'ai pas d'expérience personnelle dans ce domaine, mais beaucoup de mes amis en ont et me disent que c'est toujours coûteux et pénible. Et c'est exactement ce que nous avons essayé de régler. Et dans ce divorce, nous avons réglé dans ce traité qui est aujourd'hui ratifié, qui doit être opérationnel le 31 décembre de cette année, en toute hypothèse, nous avons réglé de gros problèmes qui intéressent beaucoup d'entre vous. D'abord, la situation de 4,5 millions de citoyens. Tous les Britanniques qui vivent chez nous, 1,5 million en Europe. Les Européens qui vivent au Royaume-Uni, 3,5 millions, voient leurs droits de résidence, leurs droits sociaux, garantis pour eux-mêmes, pour leur famille et pour la durée de leur vie. Je ne parle pas des citoyens, des jeunes qui arriveront au Royaume-Uni dans 1 an, après le 1er janvier prochain, c'est une autre histoire. Ils seront confrontés à la nouvelle politique d'immigration très dure du Royaume-Uni. Je parle des citoyens qui ont acquis des droits et qui les acquériront jusqu'à la fin de l'année. Nous avons réglé la question du budget. Tout ce qui a été décidé à 28 sera payé à 28 et non pas à 27. C'est beaucoup d'argent. Et les Britanniques ont accepté de payer ce qu'ils avaient décidé avec nous. Et enfin, nous avons réglé une question extrêmement sensible qui est celle de l'Irlande, où nous avons une situation très sensible et très difficile et très particulière, puisque au milieu de l'île d'Irlande passera la limite le 1er janvier du marché unique. À toutes les frontières du marché unique, partout, aux frontières extérieures, nous contrôlons les produits qui rentrent chez nous pour protéger les consommateurs, sécurité animale, les produits végétaux, les produits d'origine animale, pour protéger les budgets, puisque ces produits donnent souvent lieu à des taxes, à des tarifs, à des quotas, quand ils viennent de pays tiers, et ces quotas et ces tarifs vont alimenter le budget européen ou les budgets de chaque pays, et pour protéger vos entreprises, notamment contre le risque de contrefaçon. En Irlande, on ne peut pas refaire de frontières, on ne peut pas faire ces contrôles sur l'île, sauf à prendre le risque que ce qui s'est passé il y a à peine 20 ans, 4000 morts, recommence. Et donc, nous avons trouvé un accord avec M. Johnson pour que ces contrôles aient lieu à l'entrée dans l'île, notamment à Belfast, pour tous les produits qui rentrent en Irlande du Nord. Je rappelle que tout produit, une vache, un végétal, un produit industriel, qui arrive de Grande-Bretagne et qui rentre en Irlande du Nord à Belfast, rentre en France, rentre dans le marché unique. Donc nous avons un devoir de contrôler. Et donc l'accord exceptionnel qui a été passé et qui est mis en œuvre actuellement par les autorités britanniques, en qui j'ai confiance, sera de contrôler ces produits à Belfast, au port et à l'aéroport. Voilà le divorce. Donc l'accord de divorce institutionnel et politique a été réglé. Oui, c'est pour juste répondre à votre question qui m'a amusé de qu'est-ce que vous avez fabriqué. Hein, voilà, j'ai fait ce traité avec une équipe exceptionnelle et la confiance des 27 États membres et l'unité des 27 États membres qui a demandé à mon équipe un investissement que vous n'imaginez pas, avec une méthode totalement nouvelle du côté de la Commission européenne,
certains d'entre vous le comprendront, qui est celle de la transparence. Nous avons, pour réaliser l'unité des 27 et maintenir leur confiance, décidé de tout dire à chacun des 27 gouvernements en même temps sur tous les sujets. Et ça ne s'était jamais fait auparavant avec cette échelle de transparence. Et nous continuons. Ce traité ne règle pas la relation future. Comment on va commercer? Comment on va coopérer en matière de sécurité? Comment on va assurer l'interconnexion énergétique? Comment on va travailler dans toutes sortes de domaines liés à la sécurité intérieure? Et donc nous avons établi avec M. Johnson un document de 26 pages qui est plus facile à lire que ce traité, qui est public aussi et qui décrit la relation future et qui constitue la base de mon mandat et de mon travail aujourd'hui, qui est d'organiser la relation commerciale, la relation économique, la relation en matière de sécurité publique, Europol. Mesdames et messieurs, vous devez bien mesurer qu'en quittant l'Union européenne, avec le Brexit, dont personne n'a été capable de m'expliquer la valeur ajoutée, même pas M. Farage, les Britanniques quittent 700 accords internationaux. 700 accords internationaux. Qu'il faut reconstruire pour eux avec tous leurs partenaires dans le monde, et nous devons, sur tous ces sujets, reconstruire notre relation avec eux. C'est ça dont il est question, en partie. Pas sur tous les domaines, d'autres négociations auront lieu plus tard, mais nous avons l'objectif de travailler pour une relation commerciale, une relation en termes de sécurité et d'énergie, les transports aériens, les transports routiers, les transports maritimes, et puis plus tard, politique étrangère et la défense. Donc ce dont je m'occupe, c'est de trouver un accord sur le commerce, la pêche, et un sujet qui est au cœur de la négociation et qui est le point de blocage actuel entre les Britanniques et nous, qui est celui de ce qu'on appelle en anglais le level playing field. Je voudrais, si on y arrive, grâce à la technique que je remercie, vous montrer une slide, je ne sais pas où on les voit, qui explique la relation singulière et la position singulière du Royaume-Uni. Je ne sais pas où on peut voir les slides. Voilà. J'espère que tout le monde la voit clairement. J'ai mis sur cette slide tous les pays avec lesquels nous avons des relations, qu'on appelle des FTA, des Free Trade Agreements. On ne voit pas la slide, Michel. Comment? On ne voit pas la slide. Ici, on la voit, elle est là. Mais nous, mais pas eux. Vous ne la voyez pas? Bon. Bon. Mesdames, Messieurs, chers amis, cette slide, elle vaut beaucoup mieux que des discours parce qu'elle explique pourquoi nous avons une difficulté avec les Britanniques en ce moment pour conclure cet accord commercial. J'ai mis sur cette slide, sur un axe, la distance des pays avec lesquels nous avons des relations commerciales, des FTA, notamment récemment le Japon ou la Corée du Sud, et puis sur l'autre, le volume des échanges que nous avons. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette slide? Que la position britannique, en bas à gauche, est totalement singulière. Il n'y a pas un seul pays dans le monde avec lequel nous avons autant d'échanges. Nous exportons 8% de nos échanges vers le Royaume-Uni. Eux, ils exportent 47% de leurs produits vers nous, marché unique. Pas un pays qui soit aussi proche, 0 mètre en Irlande, entre le Royaume-Uni et le marché unique, et qui est un volume aussi important d'échanges. Et voilà pourquoi le temps de la naïveté est passé, j'espère. Thierry Breton, qui est un chef d'entreprise et qui est heureusement notre commissaire européen français à Bruxelles, le dit avec autant de force que moi. Le temps de la naïveté dans le domaine du commerce est passé, j'espère avec tous les pays du monde. Nous avons été trop souvent, trop longtemps naïfs. En tout cas, nous ne le serons pas avec les Britanniques. Nous devons faire attention. En raison de cette proximité économique et de cette proximité géographique, on ne peut pas se permettre de dire aux Britanniques, comme je l'ai proposé au nom de l'Union, vous pourrez entrer vos produits sans tarif et sans quota chez nous. C'est la seule chose qu'on peut faire en un temps aussi court. Il a fallu 7 ans pour bâtir l'accord avec le Canada, 6 ans avec le Japon. Là, nous avons 1 an. Nous avions 1 an. On ne peut pas laisser rentrer les produits sans tarif et sans quota sans s'assurer de ce qu'on pourrait appeler une règle de fair play économique. Comment les Britanniques vont-ils utiliser l'autonomie réglementaire qu'ils vont acquérir le 1er janvier prochain, qui est l'objet même du Brexit? Est-ce qu'ils vont transformer cette autonomie réglementaire en un outil de dumping contre nous?
Alors justement, on a beaucoup parlé d'une menace du Singapour on Thames, comme on a dit, c'est-à-dire une situation de dumping. Est-ce que c'est une menace qu'il faut prendre au sérieux? Est-ce que les Britanniques ne sont pas pris dans une contradiction entre cette menace-ci de défiscalisation totale, d'absence de taxes envers les entreprises, et parallèlement une sorte d'énorme New Deal, de politique d'investissement massif dans les services publics? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction chez eux? Et est-ce qu'il y a un véritable risque pour l'Union européenne de ce petit Singapour à nos portes? Oui, mon travail, Marion, n'est pas de m'occuper des contradictions entre eux. Hein. Notre souci, c'est de protéger les intérêts des entreprises et des consommateurs européens dans le marché unique, qui est, mesdames et messieurs, j'ai eu l'honneur d'être le commissaire du marché unique pendant 5 ans et des services financiers, qui est notre principal atout dans la compétition mondiale actuelle. L'une des rares raisons pour lesquelles le président Trump ou le président chinois nous respectent, c'est cet ensemble, cet écosystème que nous avons constitué depuis 60 ans, avec les Britanniques d'ailleurs, de normes communes, de standards communs, de régulations communes, de supervision commune, peut-être parfois excessive, et de juridiction commune, la Cour de justice. C'est ça, ce marché unique. On peut me demander beaucoup de choses dans cette négociation, mais je ne prendrai aucun risque de fragiliser le marché unique, qui est notre asset commun, enfin notre bien commun. Ce que nous demandons au nom de l'Union européenne, ce qui est dans mon mandat fixé par les 27 chefs d'État, c'est que les Britanniques, s'ils veulent nous envoyer leurs produits sans tarif et sans quota, acceptent des règles du jeu pour une cohérence réglementaire, par exemple dans le domaine des aides d'État, par exemple dans le domaine des règles ou des normes sociales, environnementales ou fiscales, que nous ayons une base, une fondation de règles du jeu communes pour éviter que la compétition réglementaire, qui est légitime désormais, se transforme en dumping généralisé contre nous. Mais s'il n'y a pas d'accord, tout est permis, tout est possible. Oui, mais à ce moment-là, nous aurons des tarifs et des quotas sur tous les produits britanniques. C'est autre chose. Hein. D'accord. Et eux-mêmes mettront des tarifs et des quotas sur nos produits. C'est pour ça que le Brexit n'a pas de sens. Mais puisque c'est la volonté des Britanniques et que nous avons accepté de respecter cette décision, nous devons la mettre en œuvre en limitant les conséquences. Alors, quel est le compte à rebours pour vous, puisque si tout doit être défini et déterminé le 31 décembre 2020, quelle est la date limite pour vous pour décider qu'il y a un accord ou pas d'accord? J'ai donné au négociateur britannique, M. Frost, il y a 10 jours à Londres, c'était il y a un peu plus, il y a 15 jours à Londres, je lui ai donné un compte à rebours, un timetable qui montre que si nous voulons assurer la ratification de ce nouveau traité de manière sécurisée avant la fin de l'année, le 31 décembre, il nous faut avoir un accord autour du 31 octobre. 31 octobre. Donc ça nous donne quelques semaines. Voilà. Donc c'est très court et d'après mon expérience, quand les négociations vont bien, les négociateurs ne disent rien. Quand ça va mal, ils disent que ça va mal. Donc là, si j'en déduis, voilà. Ça ne va pas trop bien. Vous avez tout compris. Donc on est assez mal parti. Ça ne va pas bien parce qu'on a beaucoup travaillé sur... Nous avons 11 tables de négociation. L'équipe que j'ai l'honneur de diriger comprend 200 experts et négociateurs. L'équipe britannique, la même chose. Nous nous rencontrons toutes les 3 semaines et entre-temps, très souvent, soit à Londres, soit à Bruxelles. Et les Britanniques ont eu cette tactique ou stratégie de pousser tous les sujets qui les intéressaient, et il y a beaucoup de sujets qui les intéressent, puisqu'ils ont promis qu'il n'y aurait pratiquement pas de changement, alors qu'il y aura beaucoup de changements, et de bloquer, de retenir les 3 grands sujets de préoccupation prioritaire des Européens, le level playing field, qui vous intéresse directement dans vos activités, notamment ceux d'entre vous qui sont exposés au Royaume-Uni, la pêche, puisque nos pêcheurs européens, au moins de 10 pays, pêchent beaucoup dans les eaux britanniques et qu'ils vont recouvrer leur souveraineté. Ils veulent nous exclure totalement des zones de pêche britanniques, ce qui n'est pas acceptable pour nous. Et puis la gouvernance de l'accord, nous avons besoin d'une gouvernance globale de l'accord et surtout d'un système, on dit en anglais, d'enforcement, c'est-à-dire de règlement des différends. Donc voilà les 3 sujets sur lesquels nous avons
actuellement des difficultés. Les Britanniques ont cette mauvaise tactique de vouloir repousser ces sujets à la fin, et je les ai mis en garde parce que, je dis, the clock is ticking, donc le temps est très court maintenant pour aboutir à un accord. Je veux dire, mesdames et messieurs, que, accord ou pas accord, dans les semaines qui viennent, et nous travaillons pour un accord, comme je crois M. Johnson veut aussi un accord, il va y avoir de grands changements le 1er janvier. Et je recommande que vos entreprises, Monsieur le Président, se préparent. Nous avons publié en 24 langues une communication très précise sur les changements qui interviennent en toute hypothèse le 1er janvier. Et par exemple, le 1er janvier, tous les produits que nous échangeons avec le Royaume-Uni vont être contrôlés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, nous avons créé, Monsieur le maire pourrait le confirmer, 1000 postes de douaniers en France, les Néerlandais 700, les Belges 400, pour contrôler tous les produits comme nous devons le faire pour tout ce qui vient de n'importe quel pays tiers du monde. C'est une protection que nous devons aux consommateurs, aux entreprises et au budget européen. Ce qui va se passer s'il n'y a pas d'accord, c'est qu'en plus des contrôles, nous allons devoir mettre des taxes et des quotas sur un certain nombre de produits britanniques. Voilà. Donc, vous dites, quoi qu'il arrive, il y aura des gros changements le 1er janvier, mais donc, quelle est la vraie différence? Qu'est-ce qu'il faut craindre d'une absence d'accord? En quoi c'est plus inquiétant qu'un accord final? Quelles sont les conséquences pratiques d'une absence d'accord? Je viens de vous le dire. De toute façon, le Brexit signifie des frictions. Ça ne peut pas être business as usual. Ce sont de grands changements. Par exemple, les Britanniques perdent le passeport financier, qui est si important pour la City. Donc ils doivent renégocier avec nous, enfin nous devons attribuer des équivalences dans le domaine des services financiers. Par exemple, il n'y a plus d'échange automatique des données, notamment des données personnelles. C'est un sujet majeur pour l'économie britannique et pour beaucoup de start-up. Nous devons attribuer des équivalences, des adequacy decisions en matière de données. Il n'y a plus de certification automatique pour les voitures ou pour d'autres produits. Il y a des contrôles automatiques sur tous les produits. Et en plus, s'il n'y a pas d'accord, il y aura des taxes et des quotas. Donc, de très grands changements. Voilà pourquoi, je vous disais tout à l'heure, Marion, que personne depuis 4 ans n'a été capable de me démontrer la moindre valeur ajoutée du Brexit. Personne. Mais alors justement, est-ce que tout le monde est perdant de la même manière? C'est un accord perdant-perdant, on est d'accord, et pour le Royaume-Uni et pour l'Union européenne, mais 7 à 8% des échanges de l'Union européenne se font avec le Royaume-Uni. À l'inverse, il y a 55 à 60% des échanges du Royaume-Uni qui se font avec l'UE. A priori, le Royaume-Uni est plus perdant que nous ne le sommes. Est-ce qu'on pourrait se rassurer à se dire que les conséquences sont pires pour eux, ou est-ce qu'on est tous dans le même bateau? Oui, mais je ne vais pas tenir ce langage parce que ça ne serait pas responsable. Je sais que vous êtes diplomate. C'est lose-lose. Non, ce n'est pas une question de diplomatie. Je dis ce que je pense et puis je vais vraiment décider de dire ce que je pensais à partir de maintenant. C'est lose-lose le Brexit. C'est lose-lose. Simplement, comme vous l'avez dit, dans la proportion des échanges, ils exportent 47% de leurs produits vers le marché unique, nous exportons 8%, même si en volume nous exportons plus qu'eux. En proportion, l'impact et les conséquences sont beaucoup plus lourdes pour le Royaume-Uni, c'est clair. Alors, nous allons rester le marché unique, même amputé du Royaume-Uni, nous restons ce marché unique avec 27 pays qui participent à cet écosystème. Hein. En revanche, le pays européen qui a le plus gros excédent commercial avec le Royaume-Uni, c'est la France. Donc, je crois que les personnes qui nous écoutent sont particulièrement concernées par ce qui va se passer. Est-ce que la France va être plus touchée que les autres pays de l'Union européenne par ce Brexit? Tous les pays qui sont limitrophes, l'Irlande d'abord, la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark pour la pêche aussi, sont touchés. Ça dépend des secteurs dont vous parlez. Par exemple, nous exportons beaucoup de produits d'alimentation, beaucoup de produits frais, beaucoup de produits agricoles vers le Royaume-Uni. Donc, s'il n'y a pas d'accord, ces produits seront touchés par des taxes. Mais ces taxes se répercuteront sur les prix au Royaume-Uni. Donc, ça pose aussi des problèmes politiques que le gouvernement devra gérer de l'autre côté de la Manche. Bon, voilà ce que je peux dire. Nous restons le marché unique et il faudra sans doute redéployer un certain nombre de circuits et de clientèle. Et est-ce qu'à l'inverse, il n'y a pas des bénéfices à tirer de ce départ des Britanniques de l'Union européenne? Certains se disent même bon débarras, puisqu'on sait que les Britanniques ont toujours été de piètres Européens, un peu les enquiquineurs de service depuis qu'ils sont dans l'Europe. Est-ce qu'ils n'étaient pas plus frugaux que les frugaux d'aujourd'hui? Est-ce que finalement le départ des Britanniques peut arranger nos affaires?
c'est vrai que les Britanniques, depuis qu'ils sont entrés, avaient un focus total sur l'économie. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que dans cette négociation, alors que j'y étais prêt, ils n'ont pas voulu négocier sur la politique étrangère ou la défense pour repousser ça à plus tard, en concentrant la négociation sur l'économie. C'est vrai qu'ils n'ont pas la même idée que nous de ce que doit devenir l'Europe. Nous voyons l'Europe comme un grand supermarché, un grand écosystème organisé, mais pas seulement ça. Nous voyons l'Europe comme un acteur politique capable de recouvrer sa souveraineté, qui, d'ailleurs, je le dis en passant, ne remplace pas la souveraineté nationale, mais s'y ajoute et la renforce. Mais pour autant, je ne vous dirai pas oui à votre question. Tout à l'heure, vous rappeliez que très très jeune, je me suis engagé dans le Parti gaulliste, et ça reste ma principale fierté. De Gaulle s'est toujours opposé à l'entrée du Royaume-Uni. C'est extrêmement intéressant d'ailleurs, si vous avez 5 minutes, de regarder sur YouTube la conférence de presse qu'il a faite en novembre 67, où il explique longuement pourquoi il ne veut pas des Anglais dans le marché commun. Pourtant, moi j'ai fait campagne, c'était mon tout premier vote, j'avais 21 ans en 1972. Mon premier vote, ça a été de voter oui à l'adhésion du Royaume-Uni dans le référendum que M. Pompidou avait organisé pour l'adhésion du Royaume-Uni, de la Norvège, de l'Irlande et du Danemark. Et je n'ai jamais regretté ce vote, parce que je pense que l'union fait la force. Si je peux me permettre, grâce aux techniciens qui sont ici, de vous montrer un deuxième tableau, ça sera le dernier, qui explique pourquoi je pense qu'il faut être ensemble. C'est le tableau qui montre ce que sont les 8 pays du G8 et ce qu'ils vont devenir dans les quelques années qui viennent d'ici 2050. Aujourd'hui, il y a 4 pays européens dans le G8. Au rythme probable de l'évolution du PIB des autres et du nôtre, parce que dans ce monde, parfois on nous espère encore, mais plus personne ne nous attend. Plus personne ne nous attend. Tous les 10 ans, il y en a un des 4 qui est éjecté, dont la France. Et en 2050, il n'y a plus qu'un seul pays européen dans le G8. C'est l'Allemagne. Et j'ai utilisé les mêmes chiffres pour montrer ce que ça donne si on reste ensemble à 27. J'espère qu'on va pouvoir le montrer. Voilà. À 27, on reste en tête, même si on recule un peu. Et puis, inexorablement, le Royaume-Uni seul est exclu progressivement du G8. Mesdames, Messieurs, c'est ça le monde dans lequel vous travaillez, vous innovez, vous êtes en compétition. C'est ça le monde que les politiques, notamment à droite ou à gauche en France, ne regardent pas les yeux ouverts. Et notre rôle, c'est de regarder ce monde tel qu'il est, pas avec un rétroviseur et de la nostalgie. Et dans ce monde, la seule chose que je veux vous dire, et que je pense profondément comme patriote et comme Européen, c'est que si on n'est pas ensemble dans les 30 ou 50 ans qui viennent, on est foutu. Si on n'est pas ensemble, avec ce marché unique comme base, on devient inexorablement sous-traitant et sous influence des Chinois et des Américains. Et moi, je ne me suis pas engagé en politique pour être sous-traitant. On est bien d'accord et ça fait du bien d'entendre une si belle évidence, mais la question que je me pose, c'est que Boris Johnson n'est pas le dernier des imbéciles. Il le sait, je pense que le slide, il a dû le voir aussi. Donc il sait que son pays est perdant et pourtant, alors j'ai des explications, il a pris la tête de la campagne pour le Brexit pour des raisons, à mon avis, purement personnelles et de volonté de pouvoir, mais malgré tout, c'est quelqu'un d'intelligent qui, a priori, dont on ne peut pas soupçonner qu'il ne veut pas le bien de son pays. Il a tous ces éléments, il sait regarder la réalité et il fait le contraire de ce qu'il devrait faire. Vous m'avez repris diplomatiquement, parce que les Britanniques ont des grandes oreilles, quand j'ai dit que c'était la plus grande absurdité de notre vie démocratique. Je pense quand même que d'avoir soumis cette histoire à un référendum est une absurdité. Vous ne voulez pas le dire, mais je le pense. Pourquoi Boris Johnson fait, sinon par idéologie et par sectarisme politique, fait le contraire de ce qui est le bien pour son pays? Oui, Boris Johnson est intelligent, très pragmatique aussi. Il a autour de lui des gens qui ont une certaine idée du Royaume-Uni, ceux qui plaident pour Global Britain. Dominic Cummings, par exemple?
no comment. Je ne veux pas entrer dans la politique britannique, hein, donc mais ces gens ont une idée politique, idéologique, parfois philosophique de ce que doit être leur pays. Nous en avons aussi quelques-uns chez nous qui regardent la France avec un rétroviseur et une sorte de nostalgie. Moi, je pense... Ce tableau, je ne l'ai pas inventé, mesdames et messieurs. Il a été publié quand j'étais commissaire européen, celui de gauche, par M. Cameron. Vous vous souvenez de M. Cameron, hein, c'est lui qui a fait le référendum. Donc, il voulait démontrer à l'époque l'importance du marché unique pour les Européens et pour le Royaume-Uni. J'ai simplement utilisé les mêmes chiffres pour montrer ce que ça donne si on est ensemble ou si on est seul. Je ne vais pas porter un jugement sur l'attitude du Premier ministre britannique. Je dis simplement qu'on ne fera pas d'accord à tout prix avec le Royaume-Uni. On ne fera pas d'accord au prix de fragiliser le marché unique. Les Britanniques doivent bien le comprendre, et s'ils m'écoutent, comme c'est probable, je leur recommande de bien le comprendre. Et nous, ma tâche, celle qui m'a été confiée par les 27 chefs d'État et le Parlement européen, c'est de défendre les intérêts de l'Union européenne. Rien d'autre. Et quand on regarde ce tableau, on ne peut pas ne pas voir qu'il vaut mieux être solidaire que solitaire. Voilà ce que je pense. C'est aussi simple. Voilà. Donc les Britanniques ont choisi la solitude plutôt que la solidarité. Et à un moment, il se trouve que l'Union européenne, elle, en est à un grand moment de son histoire. Enfin, on vient de vivre un grand moment historique sous l'impulsion d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel. Un plan de relance européen à partir d'une mutualisation partielle des dettes qui pose les bases d'une Europe plus fédérale, d'un début de stratégie européenne et qui va servir d'amortisseur considérable dans la crise économique et sociale qui nous attend et dont on n'a pas vu le début de la fin. Est-ce que pour cela, on ne peut pas dire merci aux Britanniques? Parce que finalement, est-ce que le Brexit n'a pas joué un rôle dans ce réveil subi d'Angela Merkel et de l'Union européenne en général, ce sentiment de l'urgence de se ressaisir? Est-ce que finalement le Brexit n'est pour rien dans cette histoire? Et par ailleurs, parallèlement, est-ce que ce plan de relance aurait été possible avec les Britanniques encore dans l'Union européenne? Est-ce qu'ils n'auraient pas... On a vu les difficultés que posaient les pays frugaux, les 4 pays frugaux. Est-ce que les Britanniques n'auraient pas totalement enrayé la machine et rendu impossible ce plan de relance qui n'est pas a priori dans leur goût? Oui, mais je ne vais pas vous faire une réponse politicienne ou polémique à cette question, même si vous essayez de me provoquer. D'abord, cette crise du Covid, elle est épouvantable pour les entreprises, pour les consommateurs, pour les citoyens, pour les personnes. Elle a provoqué beaucoup de drames. Elle en provoque beaucoup au Royaume-Uni. Et le Premier ministre fait face, comme chez nous. Donc c'est une question totalement hypothétique. Alors j'ai tellement de questions qui ne sont pas hypothétiques à régler que je ne vais pas passer trop de temps à réfléchir. Qu'est-ce qui se serait passé si le Royaume-Uni avait été... Moi, je pense que le Royaume-Uni fait face à cette crise, aurait pu participer à cet emprunt mutualisé que vous avez évoqué, 750 milliards, aurait bénéficié, comme nous allons, le Premier ministre vous l'a dit, recevoir 40 milliards grâce à ce plan européen, qui vont être une grande partie du plan national français de relance. Ils auraient participé à ça, des deux manières, et c'était l'intérêt commun. Donc je ne peux pas répondre que ça a été plus facile parce qu'ils étaient absents. Je ne peux pas dire ça, et je ne le pense pas. Il y a d'autres sujets qui seront ou qui auraient été plus faciles sur la politique de défense européenne. Les Britanniques n'y ont jamais été très favorables, sans doute. Mais dans une circonstance aussi grave que celle liée à la crise du Covid, je pense qu'on aurait trouvé les moyens de la solidarité. Ce que je veux simplement dire sur l'Europe, c'est qu'il ne faut pas désespérer, qu'il faut prendre soin de l'Europe comme il faut prendre soin de la République, parce qu'elles sont fragiles. J'ai toujours observé depuis 4 ans, où je vois les chefs d'État, je participe au Conseil européen avec eux, quand il s'agit du Brexit, qu'il y a un sentiment de gravité parmi eux et entre eux. Ça a été, il y a 4 ans, quand le Brexit est intervenu, un électrochoc considérable qui a donné l'alerte. Puis quelques semaines plus tard, on a eu un autre choc
celui de voir un nouveau président aux États-Unis qui tenait un discours inhabituel à l'égard de l'Europe. Et puis la crise en Méditerranée, la Syrie et la Libye. Tout ça a créé un sentiment de responsabilité et de gravité chez les chefs d'État. Et moi, je veux associer mes remerciements à ceux de votre président à l'égard d'Angela Merkel, du président Macron, de Madame von der Leyen, du président Charles Michel et des chefs d'État, parce que c'est ça qui explique la décision historique qui a été prise d'emprunter ensemble pour investir ensemble. Et moi, mesdames, messieurs, je ne suis pas protectionniste, hein, mais je pense que nous devons nous protéger, que la bonne protection, elle consiste d'abord à investir ensemble dans l'avenir. Et c'est ça le sens du plan de relance historique décidé au niveau européen. Alors, ce plan de relance européen qui nous concerne tous, puisque c'est un endettement commun, notre président et notre gouvernement nous garantissent que l'augmentation du budget européen se fera à partir de ressources propres créées par l'Union européenne et que ça n'impliquera aucun nouvel impôt pour les citoyens et pour les entrepreneurs. J'avoue que je suis un tout petit peu sceptique sur ces ressources propres à venir. Est-ce que vous êtes aussi affirmatif que Clément Beaune, Emmanuel Macron et le gouvernement? Chacun dit les choses avec les mots qu'il veut. Ce que je sais, c'est que le Conseil européen, les 27 chefs d'État de gouvernement, la présidente de la Commission, le président du Conseil européen ont décidé de financer ce plan dans le temps, par des emprunts de long terme et des emprunts qui ne coûtent pas trop cher en ce moment, grâce à des ressources nouvelles. Et c'est heureux que l'on trouve des ressources nouvelles. Peut-être on pourra en supprimer d'autres impôts, mais en tout cas qu'on crée sur le CO2, qu'on crée sur les transactions financières des ressources nouvelles qui permettent de financer ce plan. Et moi, je pense que là où il y a une volonté, il y a un chemin. Donc je ne peux pas garantir aujourd'hui qu'il n'y aura pas de difficulté pour créer ces ressources. On a vu ce qui était arrivé avec le projet de taxe sur les transactions financières, qui devrait être d'ailleurs, pour être juste, une taxe mondiale à la suite de la crise financière de 2007-2008, mais je pense qu'il y a une volonté. Et donc si cette volonté est affirmée par les 27 chefs d'État, ce qui a été le cas, et pas seulement par 5 ou 6 d'entre eux, je pense qu'ils y arriveront. Voilà. J'aurais bien aimé être une petite souris pendant ces 4 ans que vous avez passés à négocier, et je me dis que si j'étais éditeur, je vous proposerais volontiers d'avoir écrit votre journal intime, ou est-ce que vous avez pris des notes sur toutes ces 4 années passionnantes? Oui, j'ai pris des notes, mais ce n'est pas un journal intime. Hein. J'ai pris des notes et probablement cette idée a dû venir à la tête d'un certain nombre d'éditeurs, mais je pense que ça serait utile que je dise comment j'ai vécu cette négociation dans le détail. Je vais sans doute le faire, oui, l'année prochaine, pour mettre par écrit les choses. Ce que j'ai envie de faire, c'est pas seulement dire comment on a géré les conséquences du Brexit, mais aussi pourquoi il faut prendre un peu de temps pour examiner les leçons du Brexit. Hein. Les leçons du Brexit, il y en a là, être solidaire plutôt que solitaire, et puis il y a aussi des leçons quand on essaye de comprendre pourquoi 52% des Britanniques ont voté contre l'Europe. Et justement, il n'y a pas que les Britanniques, parce qu'on peut se dire que le Brexit n'est pas qu'une affaire britannique, c'est une affaire européenne, sinon mondiale. Dans tous les pays des démocraties occidentales, il y a des sociétés maintenant coupées en deux, avec des mouvements de révolte, de protestation contre la globalisation et ses effets. Est-ce que, justement, quelles seraient les leçons que vous avez tirées, ce Brexit étant finalement une sorte de syndrome et de symptôme? D'abord, mesdames et messieurs, ne jamais oublier le message qui est dans ce tableau. Être ensemble pour être respectés, pour compter, pour défendre nos intérêts sans complexe, parce que dans le monde, ni les Chinois, ni les Russes, ni les Américains n'ont de complexe à défendre leurs intérêts. 2, se souvenir, en tout cas moi je me souviens d'une phrase qu'un des promoteurs du Brexit m'a dite dans mon bureau, je vais simplement vous la rappeler, il s'agit de M. Farage. M. Farage que j'ai reçu à sa demande, assez longuement, je lui ai posé à la fin une question. Maintenant, M. Farage, que vous avez gagné le Brexit, et nous sommes en train de l'organiser, est-ce que vous pouvez me dire comment vous voyez les relations futures entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, et votre pays? Comment vous voyez les choses après le Brexit? Et il m'a répondu ceci. Mr. Barnier, after the Brexit, the EU will no longer exist.
après le Brexit, l'Union européenne n'existera plus. Ces gens, M. Farage et quelques-uns de ses amis, je ne dis pas tous les Britanniques, ni tous les Brexiteurs, ces gens, mesdames et messieurs, ces gens-là veulent nous détruire. Ils veulent faire exploser l'Union européenne de l'intérieur. Et moi, je peux vous dire, aussi longtemps que j'aurai de la force, on se mettra en travers, on ne va pas céder un point à ces gens-là. Jamais. Maintenant, et je sais que Jean-Yves Le Drian, qui nous rejoint, est exactement sur cette ligne. Maintenant, je voudrais dire une dernière chose à propos des leçons du Brexit. Mesdames et messieurs, ce serait trop facile de dire les Britanniques ont eu tort, on ne voit pas la valeur ajoutée, tant pis pour eux, réglons les problèmes. Je recommande de prendre un peu de temps pour comprendre. Et dans les leçons, dans la compréhension de ce qui s'est passé dans le vote britannique, il y a bien sûr des nostalgiques. Il y a bien sûr des gens à la City qui ne voulaient pas être soumis plus longtemps à la bureaucratie et aux règles, à la supervision européenne. Je le sais. Il y a de la bureaucratie à Bruxelles. En cherchant bien d'ailleurs, on en trouverait ailleurs qu'à Bruxelles. Hein. Moi, j'ai toujours pensé, comme homme politique français, que quand les bureaucrates prennent le pouvoir, c'est que les hommes politiques leur ont laissé le pouvoir. Hein. Donc, mais il y a d'autres raisons qui nous concernent. Parce que ces raisons, on les rencontre, on les ressent dans des régions françaises nombreuses, dans l'Est ou le Nord, en Belgique, dans les Pays-Bas, en Italie. Le sentiment d'être abandonné, le sentiment que l'Europe ne protège pas, le sentiment que l'Europe a laissé se désindustrialiser les régions, qu'il n'y a plus d'avenir. Ce sentiment-là, ce sont les extrêmes qui l'exploitent, et il existe. Et donc, je recommande que l'on prenne du temps, je sais que c'est le sens de l'action du gouvernement et de la Commission, pour tirer ces leçons-là et avoir des champs nouveaux d'action. C'est assez nouveau qu'on parle d'une politique industrielle européenne, c'est assez nouveau qu'on dise on ne veut plus être naïf, c'est assez nouveau qu'on parle d'une politique de défense européenne, c'est assez nouveau qu'on veuille contrôler les investissements étrangers en Europe pour savoir qui achète quoi chez nous. Et donc, voilà toutes les leçons. Si je dois faire un livre, Marion, je vais passer un peu de temps pour expliquer pourquoi le Brexit n'est pas seulement important pour la relation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, mais aussi pour nous, Européens, et le chemin qui nous reste à faire ensemble. Bon, ben, les éditeurs vont monter les enchères. Voilà. Merci, M. Barnier. Merci à tous de votre attention.